pendant cette période-là, j'ai découvert l'univers du spa, puisqu'on avait des spas chez nous. Et je me suis rendu compte, je te le dis, que ça a été formateur pour la suite pour moi, enfin, c'était important. Je me suis rendu compte, si tu veux, que quand je faisais les tableaux de chiffres, que la rentabilité du spa, elle était vraiment très faible par rapport à la rentabilité de l'hébergement, de la restauration et visiblement et Mmh. derrière le spa. Là, Et tu en parles même fait, pas de chiffre d'affaires, mais vraiment de rentabilité, ah oui, je parle, du voilà. pôle. En fait, si tu veux, je me disais, c'est ce que me disait toujours, c'est la première chose que Romain m'avait dit, et je l'ai toujours gardé parce que je pense que le rapport, même s'il peut évoluer, il est intéressant. Il me dit, si tu prends ton RBE, t'as sur de l'hébergement, t'es sur un hôtel 4 étoiles, t'as un client qui te donne 100, il te restera 40 Oui. pour avoir un rapport en tête. Ce même client, il vient dans ton restaurant qui est pas un gastro, tu sais, qui est une brasserie, il dépense 100, il lui restera 25. Il Mmh. te restera 25. Donc une rentabilité déjà un peu moindre. Et puis s'il va acheter un soin, il va encore te donner 100 pour ce soin et il te restera 10 ou 12. Donc, si tu Mmh. veux, en fait, la rentabilité à la marge d'un soin, à 100 euros de chiffre d'affaires au spa, ça te rapporte beaucoup moins d'argent. Il t'en reste moins dans la poche que 100%, 100 euros en hébergement ou Bien même sûr. 100 euros en restauration. Mmh. Nous, ça nous C'est semble évident. Non, mais je fais un disclaimer par rapport à ça, tu as raison, c'est pas évidemment des chiffres exacts, mais en tout cas, c'est des tendances qu'on retrouve et qui donnent bien quand même, les grandes lignes. Quand tu parles de rentabilité, en effet, tu as une rentabilité, du simple au triple ou Mais parfois oui, quadruple, sur de l'hébergement par rapport au spa et ça, une personne extérieure ou en tout cas qui a jamais mis ses yeux dans des chiffres, n'a pas forcément conscience de ça et là, on parle pas de et chiffre voilà. d'affaires, mais bien de RBE Tout tout en à bas fait. du bilan. Vraiment, c'était le rapport. Et c'est aussi pour ça, si tu veux, qu'en France, on a ce problème avec le spa en général, dans Mmh. l'hôtellerie, qui est de dire que, encore beaucoup de directeurs d'hôtel qui te disent, le spa, on en a un, mais de toute façon, c'est pas rentable. Donc, on fait le minimum. Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que Mmh. c'est pas vrai. La rentabilité, elle est plus compliquée. Il faut très bien gérer les charges. Enfin, il y a pas mal de choses à respecter, mais tu peux aller chercher de la rentabilité. Il y a des choses à mettre en place, des entrées, espace bien-être, des choses avec moins de charges. Mais si tu veux, c'est vrai qu'a priori, c'est pas le premier truc que tu veux développer. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, tiens, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, de dire comment on peut éventuellement amener les mêmes KPI, la même recherche de rentabilité qu'on a en hébergement, en restauration, au niveau du spa. Donc tu vois, cette période-là, elle m'a vraiment permis de planter, on va dire, de semer ces graines-là. Et puis je suis pas repartie tout de suite dans l'hôtellerie parce que humainement, ça avait été dur comme période et tu sais Mmh. ce que c'est, on a besoin de se reconstruire derrière pour repartir encore un peu plus fort. C'est un peu comme une course à pied où enfin, je Mmh. veux dire, t'as pas réussi de terminer, bah, tu as besoin de remonter vite en selle, mais de rester un peu dans ta zone de confort. Donc, j'ai repris un poste de chef de projet digital. Forcément, tu vois, je te disais, c'était dans un groupe à l'international, en fait, toujours avec une vocation marketing. Et puis, pendant ces 2 années de chef de projet, j'ai mûri mon projet d'entrepreneuriat. Oui. J'étais accrochée à l'idée du spa, donc je m'étais un peu renseignée. Dans l'univers du spa, on m'a dit, ah, mais tu sais, si tu veux vraiment monter un business qui a un rapport avec ça, il faut que tu sois dans l'univers du spa. Il faut absolument que tu appartiennes que tu aies une vraie légitimité. Donc, j'ai repris un CAP esthétique à distance. Et je travaillais les week-ends dans un spa sur Megève pour les aider à se lancer commercialement. Et eux, en contrepartie, ils me formaient sur le week-end. J'ai fait la même chose en BTS, avec un BTS. Et du coup, si tu veux, ça m'a permis vraiment de me muscler dans cet univers-là. Et puis, parce que c'est un univers qui me plaisait, j'ai aussi pris une formation en massage et bien-être. Et tout ça, en fait, avec ces formations-là, avec mon background en hôtellerie, bah, j'étais prête à lancer mon cabinet de consulting dans l'univers du spa. Puis au moment où j'allais me lancer, j'ai une proposition pour travailler pour travailler encore en hôtellerie comme responsable marketing commercial, cette fois-ci pour les Rothschild à Megève, pour le domaine du Mont d'Arbois. Je pense que j'étais pas encore assez picousée à l'entrepreneuriat, donc j'ai Ouais, pris le poste parce que tu sais, je comprends. je pense qu'on est un peu, et puis le C'est choix toujours des était dur. choix difficiles à faire, bien sûr. Exactement, ouais. Et du coup, j'ai fait 2 périodes d'essai et puis je me suis rendu compte que moi, j'avais fait le tour. Bon, en plus, on avait un chef avec 2 étoiles au Michelin qui était très sympathique, mais très capricieux et ça ajoute, tu vois, tu te dis, mais en fait, c'est pas ça, c'est plus ça que je veux faire. En fait, j'ai fait ce tour-là. Et du coup, ça m'a amené à ma deuxième partie de vie, j'ai envie de te dire, qui était en février 2016. J'ai donné ma démission. Enfin, on s'est mis d'un commun accord pour que je puisse bénéficier du support Pôle emploi et de pas me lancer complètement de façon
sans aucun filet de sécurité, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc tu vois, cette première partie de vie, c'était la découverte de l'hôtellerie, ça a été la découverte aussi de l'univers du spa. Je me suis rendu compte qu'en tant que consommatrice, j'adorais ça. Il y avait certainement quelque chose à faire. Et puis l'impression d'avoir vraiment fait le tour au niveau au niveau du travail salarié. J'ai eu aussi des périodes, enfin personnellement, j'ai eu pas mal de soucis qui font qu'en fait, à un moment de ta vie, tu te dis, ok, j'ai bien compris qu'il y avait que on n'a qu'une seule vie. Il faut absolument ne pas avoir de regrets. Et du coup, tout ça, ça m'a vraiment permis de monter mon projet. Et tu vois, en février 2016, je me suis lancée donc avec mon premier business qui s'appelait Spa Boosting. Et l'idée de Spa Boosting, c'était en fait d'accompagner les hôteliers, soit pour la mise en place d'un concept spa rentable, soit dans la dynamisation, la rentabilisation en fait, d'un spa existant, d'un concept spa existant, et puis pour permettre en fait de gagner de l'argent avec. Donc j'avais un mot d'ordre, c'était la rentabilité. Et en parallèle, je travaillais beaucoup pour une revue professionnelle pour les professionnels du spa, où j'ai fait Mmh. pas mal de rédactions. Tu vois, j'avais aussi ce fil directeur-là et qui me permettait en fait de bien connaître ce secteur-là, de rencontrer beaucoup de monde, un petit peu comme toi avec le podcast en fait. Mais moi, tu vois, devant cette expertise-là, je peux pas m'empêcher de poser quelques questions. Tu parles de rentabilité de spa. Est-ce que tu as aujourd'hui des conseils ou en tout cas des grandes lignes à tous les hôteliers qui nous écoutent, qui ont des spas ou les responsables managers de spa, peut-être un peu des bonnes pratiques ou des choses à éviter quand on gère un spa? Ouais, tout à fait. Alors, si tu veux, le point le plus rentable quand tu as un spa comme ça, il y a plusieurs soucis. Il y a le fait, alors ça paraît évident aujourd'hui, un spa déjà, faut pas le réserver à la clientèle de l'hôtel. C'est hyper important que ça devienne un produit qui soit ouvert à l'extérieur. Il y a aussi des produits à l'intérieur du spa qui sont plus rentables que d'autres. Par exemple, un accès à l'espace bien-être. C'est quelque chose sur lequel tu vas avoir beaucoup moins de charges variables, Oui. puisque de toute façon, tu as les charges de l'espace. Et même si tu n'as pas un espace qui peut accueillir beaucoup de monde, réfléchir à une vraie politique d'accès espace bien-être, c'est vraiment un plus. Il vaut mieux réfléchir comme ça qu'en nombre de cabines. Parce qu'il y a encore Mmh. des gens qui se disent, un space, il y a beaucoup de cabines. Faut être prudent parce qu'aujourd'hui, c'est un métier, on a du mal à recruter. Le spa, il n'est pas forcément considéré en France. Et du coup, si tu veux, tu peux te retrouver avec beaucoup de cabines. Donc ça, c'est de la charge, tu peux rien en faire. Des soins que tu peux pas forcément assumer parce qu'il te manque des équipes. Et quand tu as des équipes, elles coûtent cher. Donc, il faut trouver, tu sais, ce mix-là. Et c'est pour ça de ne pas penser spa que en termes de massage. Ça D'accord. fait partie de l'offre, mais c'est pas forcément le cœur de ton offre. Donc ça, pense à ouvrir à l'extérieur. Euh, ne pas hésiter aussi à projeter le spa en chambre. En fait, tu as plein de petits Ah oui. services annexes, tu sais, que tu peux proposer en chambre, et qui te peut permettre de faire venir des clients jusqu'au spa, mais qui en même temps te permettent de vendre des petites prestations. Ça peut être du bain en chambre, ça peut être, il y a le massage en chambre, mais là, ça demande aussi encore une personne, mais ça peut être du bain en chambre, ça peut être des brumes d'oreiller, ça peut être des trousses de départ. Tu sais, tu as beaucoup de petites choses que tu peux faire. Euh, L'autre chose qui fait gagner de l'argent à un spa, c'est la vente de produits. Alors les marques de cosmétiques et que j'aime beaucoup, je travaille souvent pour elles, mais au départ, elles disaient oui, vous pouvez faire un chiffre d'affaires spa, vous pouvez avoir 80% de soins et 20% de vente de produits. Ça n'arrive jamais, à moins vraiment d'être dans une toute autre logique. Mais si tu veux, la vente de produits, il y a des choses à aller chercher, mais il faut aussi trouver l'adéquation entre ta clientèle et les produits que tu vas utiliser. Et en fait, tu sais souvent le spa, et ça l'est moins aujourd'hui, mais c'était un peu la danseuse du président. C'est souvent la femme de l'hôtelier. Je suis désolée pour la caricature, mais Ah ouais. encore la femme de l'hôtelier qui va aller se dire j'ai pris telle marque parce qu'elle me plaît, mon linge je l'ai acheté à tel endroit. Donc en fait ça grossit les coûts. Et après Mmh. on se dit ouais mais en fait c'est Oui, un sans vrai penser à la cohérence de l'établissement et la rentabilité du point de exactement vente, alors qu'on ferait jamais ça exactement. pour un restaurant, par exemple. Tout à fait. Et tu vois, la dernière petite chose, Maxime, c'est qu'on a longtemps dit, et moi j'en faisais partie, que quand tu diriges un spa, il faut avoir fait de la pratique, il faut venir de la pratique. Et le problème, c'est que c'est pas une culture hôtelière en fait. Tu vois, quand on enseignait à l'IAE à Savoie-Mont-Blanc, on t'enseigne l'hébergement, la restauration, mais en fait, on ne parle pas beaucoup de spa quand tu réfléchis bien. Ouais. Et tu sais, même à l'EHL, à l'école hôtelière de Lausanne, à un moment, ils avaient fait un cursus business autour du spa. Et je sais que ce cursus, il a été arrêté par manque de demande, en fait. Donc, tu vois, et aujourd'hui, quand je discute avec certains directeurs spa ou directrices spa un petit peu puissantes, entre guillemets,
Tu vois là, il y a sur Équipe Hôtel, je discutais avec Stéphane Remond, qui est le directeur du spa du Beau Rivage Palace. Ben, c'est un homme, c'est dur de dire ça, mais il arrive enfin à être au conseil d'administration de l'hôtel. Mais comme il dit, c'est un homme et ça fait 18 ans qu'il fait ça. Et c'est quelqu'un qui a une certaine prestance pour ceux qui le connaissent. Donc tu vois, c'est encore un milieu où, si tu veux, culturellement, c'est un peu à part. Mmh. Moi, j'ai une amie qui a quelques années était directrice du spa au Shangri-La à Paris. Et on l'appelait dans le conseil d'administration, on l'appelait l'arracheuse de poils. Tu vois, pour te dire, il y Ouais, avait un peu je cette vois, vision c'est un peu, voilà, de, comme, parfois les métiers d'esthétique, donc c'est des métiers qui sont réservés aux femmes oui, et on va pas au codir quand on fait partie du spa, parce que voilà. finalement, on n'est pas un point de vente suffisamment Et tu important, vois, tant qu'on a cette vision-là, Maxime, on peut pas, c'est bien difficile de sûr. faire évoluer le spa. Et moi, c'est vrai que, tu vois, j'ai interviewé l'autre jour une personne qui travaille pour une marque qui est franco-américaine, et c'était un article comparatif. Il n'est pas encore sorti. Je te donnerai les coordonnées, enfin le lien quand il sera publié par le journal, si c'est intéressant. Et en Avec fait, plaisir. elle me, elle me disait que, elle me dit, moi, la grande différence que je vois entre le spa en France, on a un spa parce qu'il faut et parce que c'est obligatoire. Aux États-Unis, quand ils créent un spa, les hôteliers, c'est pour gagner de l'argent. Tu vois, la Mmh. logique, elle est différente. Ils font beaucoup de membership, beaucoup d'accès passe bien et tout ça parce que pour eux, il est hors de question d'être dans une logique de se dire, bah, c'est juste pour aider. Donc, c'est un sujet, si tu veux, le spa, c'est hyper intéressant. Moi, j'y ai passé de longues années. Jusqu'au Covid, j'ai eu pas mal de clients parce qu'en plus, j'avais un bon réseau et le bouche à oreille fonctionne très bien. La difficulté de ce business, c'est ce qui m'a amené à arrêter derrière, mais la difficulté de ce business, c'est qu'il faut trouver des hôteliers qui ont soit un projet de spa, soit un spa qui se porte pas très bien et auquel ils veulent ajouter et amener un nouveau, tu vois, et c'est pas une priorité. Et ça l'a pas été pendant le Covid et ça l'a été encore moins après le Covid parce que et c'est normal, c'était pas, la priorité, c'était de faire rentrer de l'argent, c'était surtout pas d'investir dans du consulting et surtout pas du consulting sur le spa. Donc en Mmh. fait, si tu veux, mais par contre, j'ai vécu mes meilleures années parce que j'avais un business model où je faisais du consulting en intersaison. Tu sais, quand c'était parce que j'étais dans la région des Alpes, je faisais du consulting en intersaison et en saison, j'allais dans les spas cette fois-ci en tant que freelance, soit pour du massage, soit pour des cours de yoga parce que j'étais formée aussi en yoga et toujours en freelance. Et si tu veux, en fait, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait à mes clients de voir que déjà, j'étais pas une consultante qui était là que pour donner des conseils et Bien qui s'en sûr. allait après. Et surtout, moi, ça me légitimait auprès des équipes. Parce qu'en fait, elles voient que quand en formation, tu leur expliques qu'il y a 10 minutes pour refaire la cabine et pas une minute de plus parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que toi, tu es capable de le faire. Tu vois, c'est hyper important. Ou quand tu leur expliques comment on fait de la vente additionnelle et que toi, tu le fais devant elles et que tu es capable de sortir des bons chiffres, bah, en fait, on voit que tu connais ton métier.